Nous avons vu dans la première vidéo que le sommeil est un pilier biologique, mais aussi une des expressions majeures de la sacralité que vivaient nos ancêtres. Alors, comment en sommes-nous arrivés à le considérer comme une perte de temps? La réponse est dans une triple agression psychologique, physiologique et idéologique. Je développe dans un instant dans cette deuxième vidéo d'une série de 3. Bienvenue sur ma chaîne, je suis le vieux. Examinons d'abord le premier point, l'agression psycho-affective, le poids invisible de nos vies. Nous croyons souvent que l'insomnie est un problème physique ou technique, mais très souvent, elle vient d'abord de notre esprit. Les problèmes profonds, ceux que l'on n'a jamais réglés et qui remontent avec l'âge, se transforment en rumination nocturne. Les soucis du quotidien, finances, relations, travail, deviennent un flux de pensée incontrôlable. Résultat, on peine à s'endormir ou on se réveille au milieu de la nuit et on se met à retourner ses problèmes dans sa tête, incapable de se rendormir. Mais pourquoi la nuit accentue-t-elle ces pensées? D'abord, parce que nous ne sommes plus distraits par les stimulations extérieures. L'agenda, les notifications, les collègues, tout cela disparaît et il ne reste plus que nous face à nous-mêmes. Ensuite, parce que la biologie s'en mêle. Quand le sommeil est retardé, le cortisol, l'hormone du stress, reste plus longtemps élevé. Et ce cortisol entretient l'état d'alerte, boucle infernale entre le corps et l'esprit. À cela s'ajoute un phénomène bien documenté en psychologie, les pensées intrusives. Plus on essaye de ne pas penser à une chose, plus elle revient avec force. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond de la suppression mentale. Or, notre société n'arrange rien. Nous vivons dans une culture du contrôle. Contrôler son image, sa carrière, ses performances. Ce contrôle permanent nous rend souvent incapables de lâcher prise. Et le sommeil, c'est justement cela. Lâcher prise. Abandonner le gouvernail pour quelques heures. Beaucoup de personnes âgées en font l'expérience de manière encore plus aiguë. Moins de distractions sociales, plus de temps face à soi-même et des soucis qui parfois s'accumulent au fil d'une vie entière. Mais les plus jeunes ne sont pas épargnés. La pression scolaire, la peur de l'échec ou les exigences de performance engendrent elles aussi des nuits blanches. Cette dimension psycho-affective est capitale à comprendre. Parce que si l'on croit que l'insomnie est seulement un problème technique, d'oreiller, de température ou de Wi-Fi, on passe à côté de l'essentiel, le mental. Le cerveau n'arrive pas à se mettre en veille. C'est une des clés que nous retrouverons dans la troisième vidéo, dans laquelle je vous parlerai d'une modeste technique relativement simple pour endiguer le flux de pensée et détourner le flux de pensées agressives et négatives. Passons maintenant au deuxième élément, l'agression physiologique. Le corps trompé, épuisé, dérégulé. Ici, nous allons voir de quelle façon notre époque sape notre sommeil de plusieurs manières très concrètes. La lumière bleue. Les écrans diffusent une lumière proche de celle du jour. Elle retarde la sécrétion de mélatonine, cette hormone de la nuit. En France, les 15-24 ans passent en moyenne plus de 4h40 par jour devant un écran hors temps scolaire. Et près d'un jeune sur deux scrolle encore son smartphone au lit après minuit. Conséquence, leur horloge biologique est décalée. Leur croissance, leur mémoire et même leur régulation émotionnelle sont affectées. Les repas tardifs. Quand nous mangeons tard, l'organisme se concentre sur la digestion au lieu de basculer dans la réparation nocturne. La température corporelle reste élevée, le foie et le pancréas travaillent et l'endormissement est retardé. Des études montrent que dîner après 22 heures augmente le risque de reflux, de réveil nocturne et même de surpoids. Autre facteur, la sédentarité. Notre corps a besoin de fatigue physique pour envoyer au cerveau le signal du repos. Or, nous passons plus de 8 heures par jour assis. Sans activité physique régulière, l'endormissement est plus long, le sommeil plus léger et la récupération incomplète. Les champs électromagnétiques. Sujet plus controversé, mais qui à mon sens mérite d'être pleinement développé. Car nous vivons immergés
dans un océan d'ondes. Wi-Fi, 4G, bientôt 5G partout. Certains chercheurs avancent que ces ondes perturbent non seulement les processus thermiques, mais aussi notre lien naturel profond aux rythmes fondamentaux de la Terre. Sa fréquence de résonance, le fameux résonateur de Schumann. De nombreuses personnes disent dormir mieux quand elles coupent leur box Wi-Fi la nuit. Preuve ou effet placebo? La science hésite encore, mais l'expérience empirique est là. Dès qu'un appareil électrique fonctionne, une ampoule, un téléphone portable, une antenne relais, il crée un champ autour de lui. Pour détailler, un champ électromagnétique, c'est donc la combinaison de deux éléments. Un champ électrique qui naît dès qu'il y a une tension, c'est-à-dire une différence de potentiel. On peut se représenter ça comme un barrage. D'un côté, l'eau est retenue en hauteur, de l'autre, elle est en bas. Tant qu'il y a cette différence de niveau, il existe une pression prête à s'exprimer. C'est la tension. Deuxième élément, le champ magnétique, qui apparaît quand un courant circule, c'est-à-dire quand l'eau du barrage s'échappe et se met à couler dans la rivière, du haut vers le bas. C'est-à-dire que la différence de tension va s'exprimer en un courant qui va générer un champ magnétique. Ces deux champs sont liés. La tension prépare le terrain, le courant le met en mouvement. Et dès qu'un appareil électrique fonctionne, il crée ce duo champ électrique plus champ magnétique autour de lui. Il existe deux grands types de champs. Les statiques, comme celui d'un aimant de frigo, ils sont constants sans mouvement particulier. Les dynamiques, quand la tension et le courant changent rapidement, par exemple 50 fois par seconde, 50 Hz, courant alternatif dans nos prises électriques, les champs électriques et magnétiques s'entraînent mutuellement. Cette danse crée une oscillation qui se propage sous forme d'ondes électromagnétiques. Une onde, c'est en fait une succession de crêtes et de creux, comme des vagues à la surface de la mer. Dans le cas électromagnétique, ce sont ces champs électriques et magnétiques qui montent et descendent en rythme. C'est cette oscillation, ces ondes, qui transportent l'énergie dans l'espace qui nous environne. Ondes radio, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondes, 4G, 5G, mais aussi lumière visible ou rayons X. Tout cela fait partie du même spectre électromagnétique. La grande différence entre tous ces rayonnements, c'est leur fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie transportée est forte. Les rayons X ou gamma sont dits ionisants. L'énergie transportée est telle qu'ils peuvent casser l'ADN et provoquer directement des cancers. A l'inverse, les ondes de la téléphonie mobile sont non ionisantes. Elles n'ont pas l'énergie suffisante pour casser directement les molécules. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont inoffensives. Les normes officielles actuelles se basent presque uniquement sur les effets thermiques. Quand un tissu biologique absorbe trop d'ondes, il chauffe, comme dans un four à micro-ondes. Tant que la température du corps ne monte pas au-delà de 1 degré, les organismes de régulation estiment que c'est sans danger. Or, de nombreux chercheurs montrent que les ondes peuvent avoir aussi des effets biologiques non thermiques. Par exemple, perturber l'activité électrique des neurones, modifier l'ouverture de certaines membranes cellulaires ou encore influencer la production d'hormones comme la mélatonine. Ces effets ne passent pas par la chaleur, mais par l'interaction fine entre les ondes et le système électrochimique très sensible du corps humain. Notre organisme fonctionne en effet grâce à de minuscules courants électriques dans les neurones, le cœur, les muscles. Exposé en permanence à des champs électromagnétiques artificiels, il pourrait voir ces rythmes biologiques se dérégler. En résumé, effet thermique, échauffement des tissus reconnus officiellement, base des normes actuelles, 60 volts par mètre, mesure de champ, soit environ 300 fois le seuil d'apparition d'éventuelles perturbations biologiques. Vous avez bien entendu, 300 fois le seuil. Effet biologique non thermique, à partir de 0,2 volts par mètre, on constate des perturbations subtiles des cellules et des rythmes biologiques, encore débattus, mais de plus en plus documentés. C'est cette distinction qui est au cœur du débat. Doit-on attendre d'avoir des preuves scientifiques irréfutables des effets non thermiques, des effets biologiques, ou appliquer le principe de précaution dès maintenant? La question de la nocivité des ondes électromagnétiques, c'est une bataille silencieuse qui se joue depuis des années.
D'un côté, il y a le Conseil de l'Europe qui, dans sa résolution 1815 de 2011, a recommandé d'appliquer le principe de précaution. Il y est écrit, noir sur blanc, qu'il faut viser un seuil d'exposition de 0,6 volts par mètre dans les lieux publics et à terme descendre jusqu'à 0,2 volts par mètre, notamment dans les écoles, et pour protéger les personnes les plus sensibles. Ce chiffre n'a rien de fantaisiste. Il a été proposé par des équipes scientifiques mandatées pour étudier l'impact sanitaire possible des champs électromagnétiques. Mais cette recommandation reste non contraignante. Les différents États ont le loisir de l'appliquer ou non. De l'autre côté, l'Union européenne elle-même s'appuie surtout sur une recommandation plus ancienne, la 1999-519 CE, qui fixe des limites de référence beaucoup plus permissives. Là encore, il ne s'agit pas d'une loi, mais de recommandations. Et dans ce domaine, l'acteur clé, c'est l'ICNIRP, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants. C'est une organisation privée reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et qui définit les normes utilisées dans la plupart des pays. Problème, elle se concentre presque uniquement sur les effets thermiques, c'est-à-dire l'échauffement des tissus en négligeant ou minimisant les effets biologiques dits non thermiques. De nombreux chercheurs indépendants reprochent à cet organisme sa proximité avec l'industrie des télécoms et des technologies sans fil. Résultat, nous assistons à une véritable guerre des normes. D'un côté, des recommandations très basses, 0,2 volts par mètre, qui visent à protéger la santé publique en anticipant les risques. De l'autre, des seuils beaucoup plus élevés, 300 fois plus haut, alignés sur les besoins économiques et techniques de déploiement des antennes, du Wi-Fi et de la 5G. Derrière ces chiffres, ce sont donc des enjeux économiques colossaux qui s'affrontent. Si l'on retenait le seuil de 0,2 volts par mètre, il faudrait réduire drastiquement la puissance des émetteurs, repenser l'urbanisme numérique et freiner certains développements technologiques. Les lobbies industriels poussent donc pour maintenir des normes permissives, tandis que les instances de santé publiques et certaines assemblées, comme le Conseil de l'Europe, alertent sur les risques potentiels. En clair, la science et la santé publique plaident pour la prudence, mais l'économie pousse dans l'autre sens. Et nous, citoyens, nous dormons littéralement au milieu de ce bras de fer invisible. Autre élément à charge, plus controversé encore, mais qui rejoint l'idée d'une perte du lien direct sacral avec la Terre. La Terre n'est pas silencieuse. Elle émet naturellement une sorte de battement électromagnétique qu'on appelle les résonances de Schumann. C'est un peu comme si l'espace entre la surface de la Terre et la couche supérieure de l'atmosphère, l'ionosphère, formait une caisse de résonance géante. Dans cette cavité, les éclairs qui se produisent en permanence partout sur la planète excitent le champ électromagnétique terrestre. Chaque éclair est une décharge électrique gigantesque. Il libère des centaines de millions de volts avec un courant pouvant atteindre 30 000 ampères et parfois beaucoup plus. Cette décharge émet une impulsion électromagnétique extrêmement large en fréquence. La cavité formée entre la surface de la Terre conductrice et l'ionosphère, également conductrice, agit donc comme une caisse de résonance planétaire. Seules certaines fréquences tiennent et se renforcent. C'est comme une corde de guitare. On peut la pincer de plein de manières, mais seules ces fréquences propres résonnent. C'est le battement fondamental de 7,83 Hz et ses harmoniques 14, 20, 26, etc. Ce n'est pas le champ de l'éclair en lui-même qui se maintient, mais bien le train d'ondes électromagnétiques qu'il injecte dans cette cavité naturelle et qui rebondit d'un point à l'autre de la Terre. En gros, sans éclair, la résonance s'éteindrait. Avec en moyenne 50 éclairs par seconde sur la planète entière, la caisse est sans cesse excitée et le champ se maintient en permanence depuis la nuit des temps. Résultat, ce rythme fondamental d'environ 7,83 centièmes d'Hertz. Autrement dit, la Terre pulse en permanence à de très basses fréquences. Or, fait intrigant, ces fréquences sont très proches de celles de nos propres ondes cérébrales. Les ondes alpha du cerveau, liées à la relaxation, la méditation, oscillent entre 8 et 12 Hz. Les ondes θ, associées au sommeil léger et aux états créatifs, se situent entre 4 et 8 Hz.
Les chercheurs ont montré des périodes de synchronie quasi harmoniques entre les champs magnétiques environnementaux et les ondes cérébrales, avec des temps de cohérence neuronale de 200 à 300 millisecondes, 0,2 à 0,3 secondes. Certains scientifiques estiment que cette correspondance n'est pas une coïncidence. Depuis des centaines de millions d'années, la vie aurait évolué baignée dans ce battement de la Terre, ce qui pourrait avoir favorisé une sorte de synchronisation biologique avec les rythmes naturels planétaires. Il existe à l'appui de ces théories des preuves expérimentales encourageantes. Une étude taïwanaise, randomisée, a utilisé un appareil émettant des fréquences de résonance de Schumann lors du sommeil. Résultat, les participants insomniaques ont vu leur temps d'endormissement diminuer et leur durée totale de sommeil augmenter. Une autre expérience sur des patients souffrant de réveils fréquents montre que l'exposition à ces fréquences améliore non seulement le sommeil, mais aussi la qualité de vie. C'est ici qu'intervient la critique du monde moderne. Nos sociétés ont saturé l'environnement de signaux artificiels, radio, Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth, qui fonctionnent à des fréquences très différentes. Certains avancent que cette pollution électromagnétique pourrait couvrir ou perturber le signal naturel de la Terre, un peu comme un bruit de fond qui masque cette mélodie fondamentale, mais de trop faible intensité. Les effets possibles, au-delà du simple échauffement thermique des tissus, les équipes de recherche suggèrent que ces interférences pourraient désynchroniser nos rythmes biologiques. Rythme de sommeil, cycle de sommeil, activité cérébrale, équilibre hormonal. L'idée est que nous serions un peu comme un orchestre qui perd son chef d'orchestre. Même si cela reste controversé et difficile à prouver, le parallèle entre les résonances de Schumann et nos ondes cérébrales rendent l'hypothèse fascinante. En résumé, la Terre a son propre pouls électromagnétique autour de 7,83 Hz. Nos cerveaux vibrent sur des fréquences voisines. Les ondes artificielles massivement plus puissantes risquent de brouiller ce signal subtil. Ce qui nous amène tout naturellement au grand 3, l'agression idéologique. La colonisation de nos nuits sous le double effet du tout technologique et du matérialisme. Car les facteurs cités précédemment ne sont que des soldats. Leur général, c'est l'idéologie de la performance et de la rentabilité H24 et 7 jours sur 7. Le capitalisme, dans sa forme ultime, a besoin d'individus toujours disponibles, toujours connectés, toujours consommateurs. Le sommeil résiste. C'est la dernière frontière de l'intime, un espace que le marché n'arrive pas à coloniser totalement. Alors il invente des stratégies. On médicalise. Tu vois, dans l'insomnie, prends une pilule baguette magique. On dévalorise. Tu dors beaucoup, tu es paresseux. Les vrais leaders ne se contentent que de 4 heures par nuit. On productivise, optimise ton sommeil avec du sleep hacking pour être plus performant demain. Le sleep hacking ou piratage du sommeil est une pratique qui consiste à optimiser son sommeil grâce à des modifications environnementales et des habitudes de vie afin d'améliorer la qualité du sommeil plutôt que simplement sa durée. L'objectif est de se réveiller complètement reposé et prêt à affronter la journée, même après peu d'heures de sommeil. Et ce, en favorisant les phases de sommeil les plus réparateurs et profonds. Cette approche s'inscrit dans le cadre plus large du biohacking, littéralement piratage de notre biologie, qui vise à améliorer sa biologie et son bien-être par des ajustements scientifiques et technologiques. Le sleep hacking peut inclure des mesures simples comme limiter l'exposition à la lumière bleue le soir, utiliser des rideaux occultants, prendre des compléments alimentaires comme le magnésium ou la vitamine D, ou encore adopter une température de chambre idéale pour favoriser le sommeil. Un élément clé souvent mis en avant est l'environnement de sommeil, notamment le matelas, conçu pour optimiser plusieurs aspects du sommeil: refroidissement actif du corps, soutien adaptatif, absence de produits chimiques toxiques et contrôle dynamique de la température. Ces caractéristiques visent à créer un environnement propice à un sommeil profond et ininterrompu.
En résumé, le sleep hacking n'est plus une question d'heures de sommeil, de nombre d'heures de sommeil, la quantité, mais joue sur sa qualité. Il s'agit d'exploiter les connaissances scientifiques et technologiques pour pirater son sommeil et l'optimiser en s'appuyant sur des données personnelles, des outils intelligents et des ajustements environnementaux ciblés. Néanmoins, c'est à mon avis prendre le problème par le mauvais bout. Au lieu de se dire que le nombre d'heures de sommeil est insuffisant et qu'il faut l'augmenter, on prend acte du manque et on essaie de pallier cette carence par encore plus de technologie et de productivité. Pour pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde, imaginez qu'on vous dise un jour, vous avez eu vos 3 heures de sommeil réglementaires garanties. Alors de quoi vous plaignez-vous? C'est votre faute si vous n'êtes pas capable de les optimiser pour qu'elles vous suffisent. Le sommeil est passé de sacré à profane, puis de profane à productif. À cet égard, la rupture physique de notre lien avec les résonances de Schumann est comme une métaphore de la rupture idéologique de notre lien avec la Terre, lorsque nous sommes tout d'abord passés de l'unité du sacral à la distinction profane-sacré, puis enfin à l'ultime évacuation des restes de religiosité du vieux monde ancestral et à la bascule vers les sociétés marchandes capitalistes. Et quand le sommeil n'est plus productif, il devient négligeable. Ce que nous perdons ici, ce n'est pas seulement une hygiène de vie, c'est un rapport fondamental à notre corps, à la nature et au temps. La grande désacralisation du sommeil est l'un des symptômes les plus clairs de notre époque. Nous avons transformé une fonction vitale en simple obstacle à la productivité. Dans la 3e et dernière vidéo, je vous donnerai quelques pistes concrètes pour restaurer un vrai sommeil réparateur et calmer le flux de pensée, mais également pour redonner à la nuit sa juste place dans nos vies. Je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien et dormez bien. Ciao.